Mercredi 15 janvier 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les actualités de ce jour, lors de leur rencontre dans le cadre de la présentation de vœux en cette nouvelle année, hier au Palais d'État d'Iavlou, l'église METM a exprimé sa volonté de continuer à soutenir le président de la République Andji Rajoelina et son épouse grâce à des projets axés particulièrement sur le bien-être des enfants tels que TAC et Samaritan Spurs. La coopération entre le gouvernement et le METM a permis d'apporter des aides à de nombreux enfants de toute l'île. Judical Ranjaniri et Andre Razajabi. Une forte délégation, conduite par le président de l'église protestante METM, ou Mission évangélique native de Madagascar, accompagnée du comité central, des représentants du projet TAC et de Samaritan Spurs, est venue présenter les vœux au président de la République et son épouse, Miali Rajoelina, hier au Palais d'État d'Iavlou, en cette nouvelle année. L'église METM, en collaboration avec le gouvernement, dirigée par le président Andji Rajoelina, a pu apporter des aides à de nombreux enfants malgaches. Ainsi, les représentants de l'église ont affirmé leur reconnaissance au président pour son soutien aux enfants malgaches lors de cette rencontre. De plus, les rôles de l'église et du gouvernement sont complémentaires pour le bien de la population. Récemment, dans le cadre du projet Samaritan Spurs, le président Andji Rajoelina a remis directement des aides aux enfants vulnérables. La coopération des deux parties se poursuit au profit des enfants et de la population malgache. L'église protestante METM fête également son 70e anniversaire cette année et lors de la rencontre d'hier, l'église a invité le président Andji Rajoelina et son épouse à célébrer avec eux ce moment important en août prochain. Poursuivant dans un autre sujet, la régulation de l'ensemble de la chaîne de production fait partie de la stratégie du ministère de l'Industrialisation et du Commerce visant à baisser le prix du riz et l'application de la loi veillera à l'effectivité de cette stratégie. Le ministère du Commerce travaille également avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Une réunion a eu lieu hier à Nous pour coordonner la réalisation de toutes les stratégies mises en place pour l'amélioration de la filière riz. Nous en disent plus. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce travaille actuellement sur une stratégie visant à faire baisser le prix du riz. Pour rappel, le ministère du Commerce dispose d'un mois et demi pour baisser le prix du riz importé à 750 ariars le capoc et à moins de 1000 ariars pour le riz local, suivant les instructions du chef de l'État. Pour ce faire, la régulation de la chaîne de production du riz, notamment entre les différentes branches de distribution, est l'une des stratégies adoptées par le ministère. Cependant, il doit être réalisé à long terme, donc les lois doivent être appliquées et servir de balise pour réaliser cela, selon les explications apportées par le ministre. Par ailleurs, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage doivent travailler ensemble pour pouvoir coordonner, attirer dans le secteur formel tous les acteurs au sein de la chaîne de production rizicole, car l'objectif est de réaliser cette stratégie pour une solution à court, moyen et long terme. La coordination de la chaîne de valeur part de la base, notamment au niveau des paysans, ce qui est le rôle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce qui est également la raison de cette coopération. Réguler le prix au niveau de chaque élément de la chaîne de distribution, tout en évitant les spéculations et les abus, est la tâche principale du ministère du Commerce. Hier a eu lieu une réunion entre les deux ministères qui a permis d'établir toutes les visions liées au secteur de la production rizicole, notamment la baisse du prix et l'organisation de cette filière de production rizicole. Ensuite, en économie, 1433 infractions douanières ont été recensées par les services des douanes en 2024. Parmi les saisies figurent des tortues, de l'or, des devises étrangères destinées à être exportées illégalement, selon le rapport présenté aujourd'hui par le directeur général des douanes. Par ailleurs, les recettes douanières ont augmenté de 11% par rapport aux prévisions inscrites dans la loi de finances rectificative 2024 grâce aux efforts des douaniers et à l'amélioration des équipements. Plus de détails avec Ruth Christelle Rakout Malal.
Les douanes ont intercepté en 2024 1692 tortues, 192 250 €, 21 966 $, 67,5 kg d'or qui étaient sur le point d'être exportés illégalement via l'aéroport. Au total, 1433 infractions ont été détectées à travers tout le pays, selon le rapport du directeur général des douanes. Cette performance a été rendue possible grâce à l'utilisation de technologies modernes telles que le réseau Chudnet, la plateforme Douar, le système Sidonia, des scanners et des outils dotés d'intelligence artificielle. En parallèle, le délai de dédouanement pour 78% des marchandises dans les ports a été réduit à moins de 3 heures grâce au projet de Smart Scanning. Sur le plan des recettes publiques, les douanes ont généré 3 793,2 milliards d'ariary, dépassant les prévisions de 3 768 milliards d'ariary inscrites dans la loi de finances rectificative 2024, soit une hausse de 11%. En ce qui concerne le programme de modernisation des douanes, 80% des objectifs ont été atteints grâce à la collaboration avec de nombreux partenaires. Ces résultats témoignent du succès des efforts déployés par les douanes en 2024. Cependant, de nombreux défis restent à relever cette année, notamment l'élimination totale des exportations illégales des ressources nationales. Les douanes visent à collecter 4 366 milliards d'ariary en 2025. Et le nombre de personnes sinistrées suite au passage du cyclone Dikeledi dans le nord du pays a augmenté de 700 aujourd'hui, comparé au bilan d'hier publié par le BNGRC. Le nombre de personnes décédées reste 3 et il n'y a plus de déplacement pour aujourd'hui. D'après le dernier bilan du BNGRC, des dégâts suite au passage du cyclone tropical Dikeledi dans la partie nord de Madagascar aujourd'hui, vers 15h30, 3 décès ont été recensés, un dans la commune de Rintabé, un dans la commune d'Amboudemang du district de Marouantseich et un dans la commune Anivra Nord du district Antiranana 2. 7028 personnes sont sinistrées, soit 2284 ménages, dont 11 dans la région Analindirouf, 3809 dans la région Diana, 3203 dans la région Sava et 5 dans la région Sofia. Aucune personne déplacée et tous les 7 sites d'hébergement actifs sont tous donc libérés. Concernant les dégâts matériels, il y a eu 1185 cases inondées, 1092 cases endommagées, 209 cases détruites, 82 salles de classe totalement décoiffées, 66 salles de classe partiellement détruites et 96 salles de classe complètement détruites. Ensuite, des mesures sont déjà mises en place pour prévenir la montée des eaux en cette saison estivale pour le premier arrondissement, ainsi le curage des canaux, notamment celui d'Andjiantan, a ainsi débuté cette semaine. Félen Rakodarsou sur les images de Anzar Razonarvelu. Les problèmes au niveau des canaux d'évacuation est l'une des principales causes de la montée des eaux à Antananarivo. Pendant la période des pluies, l'eau stagne si les canaux ne sont pas débarrassés des déchets qui les bouchent. C'est la raison pour laquelle le premier arrondissement procède actuellement au nettoyage des canaux dans cette circonscription. Ces travaux ont débuté cette semaine sur le canal d'Andjiatan. Le désengorgement de tous les canaux est une tâche prioritaire pour le premier arrondissement de la capitale en cette saison estivale, afin que les inondations ne se reproduisent plus. Dans cette perspective, la sensibilisation des habitants se poursuivra, notamment sur le fait de ne pas jeter de déchets dans les canaux d'évacuation. Ce curage des canaux entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet IMO. Et la mise en œuvre des solutions stratégiques pour lutter contre la destruction de l'environnement, notamment la destruction des forêts dans la région Anos, qui a récemment pris de l'ampleur, se poursuit toujours. Et il existe désormais un projet visant à distribuer des matériels de cuisson spéciaux propices à l'environnement à environ 90 000 foyers de la région. L'information et la concertation de ce projet ont eu lieu hier. Reportage de Anna Martina, c'est Sylvain et Sitch. L'une des principales causes de la déforestation est le fait que la plupart des ménages utilisent des matières premières telles que le bois de chauffage et le charbon de bois pour cuisiner. En réponse à cela, les jeunes issus de la région Anos ont trouvé une solution pour pallier la situation dans cette région et ont procédé à la production de matériel de cuisson. Le projet Manassou
Une collaboration entre le gouvernorat de la région et l'ONG Madavance vise à étendre l'utilisation de ces matériels de cuisson aux 3 districts de cette région, à savoir Tolanar, Amboissari Atsim et Béchouk. Selon les informations, 90 000 ménages en bénéficieront et l'utiliseront au démarrage du projet pendant 2 ans. Le projet Manassou est basé sur la protection de l'environnement et sera appliqué principalement dans la région d'Anos. L'objectif est de réduire la destruction des forêts et la production du charbon de bois qui prend actuellement de l'ampleur dans la région, selon toujours les informations. En santé, la coopération entre Madagascar et la Norvège sera renforcée, notamment dans le domaine de la santé, a déclaré l'ambassadeur de Norvège à Madagascar lors d'une visite de courtoisie auprès du ministre de la Santé publique ce mardi. La Norvège est partenaire de FNUAP dans le domaine de la planification familiale et de la santé mère-enfant. Et la collaboration avec le gouvernement malgache se concentrera donc sur cela à travers le ministère de la Santé publique. Plus d'explications. Pour remercier le ministère de la Santé pour notre réunion, qui c'est très utile. Et notamment pour comment on peut réussir à arriver à fournir les services pour la population, pour les jeunes. Donc on a une bonne collaboration avec le FNUAP, le gouvernement de Madagascar, pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et politiques de Madagascar dans le domaine de planning familial en grand. Et je pense que nous avons constaté qu'il y a une bonne collaboration et on souhaite continuer cette bonne collaboration. Actualité sportive, la CAF a annoncé le report de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations au Tchad 2024. Le tournoi qui devait se tenir à partir du 1er février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie aura finalement lieu en août 2025. Les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dans certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient aux normes nécessaires pour accueillir avec succès le CHAN 2024. Le tirage au sort des groupes devrait néanmoins être maintenu au 15 janvier, tandis que la date exacte en août reste à déterminer. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Éthiopie, ce pays est touché par de nombreux séismes ces dernières semaines et des secousses qui ont provoqué de mouvements de population. Plus de détails sur les images de France 24. Dans les plaines arides du centre de l'Éthiopie, des dizaines de tentes de fortune se dressent au milieu des arbustes. Elles accueillent des familles déplacées par une série de séismes qui secouent le pays depuis décembre. La plupart ont dû fuir leur foyer en urgence, laissant derrière eux leurs biens et leur bétail. Je suis partie avec ma mère âgée et mes enfants. Nous n'avons pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. C'était une catastrophe naturelle. Nous avons fui pour sauver nos vies. Depuis plusieurs semaines, de fréquents tremblements de terre secouent les États d'Afar et d'Oromia. Ces 2 régions rurales sont situées le long de la vallée du Rift, une immense faille tectonique qui traverse l'Afrique de l'Est, connue pour son intense activité sismique. Redoutant l'impact de ces séismes sur l'immense barrage de la Renaissance, les autorités éthiopiennes ont ordonné l'évacuation de plus de 60 000 personnes depuis la mi-décembre. Mais malgré l'arrivée quotidienne de camions chargés d'eau et de nourriture dans ce camp de déplacés, la réponse humanitaire reste pour l'instant insuffisante. Ils nous fournissent de la nourriture, mais il y a beaucoup de monde et ce n'est pas assez. Nous sommes sur un terrain très sec et nous sommes confrontés à une pénurie d'eau. En attendant les renforts de l'UNICEF et de l'OMS dépêchés sur place, les autorités locales ont érigé une petite clinique près du camp. Mais elles manquent de personnel qualifié pour examiner les centaines de patients qui s'y présentent chaque jour. De prisonniers palestiniens, un sujet sensible, source de division au sein du gouvernement israélien.
Ce que le Hamas veut libérer, ce sont des terroristes condamnés. Je ne vais pas vous donner trop de détails maintenant, mais je dirais qu'Israël est prêt à payer un prix élevé pour amener chez eux tous nos concitoyens, les 98 qui restent. La libération de tous les otages, c'est aussi ce que demandent ces manifestants, réunis au pied du Parlement. Nous espérons que dans les heures qui viennent, nous apprendrons qu'il y a un accord et que cet accord inclut le retour des 98 otages sans exception. Une majorité de ministres devrait soutenir le plan, malgré l'opposition des figures d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. L'accord qui est en train de se former est un accord fait pour le Hamas. J'appelle mon ami, le ministre Bezalel Smotrich, à se joindre à moi pour coopérer pleinement contre l'accord en cours d'élaboration. Un désaccord partagé par certains Israéliens, comme Ruby Shen, dont le fils a été tué par le Hamas. Pour la plupart des familles, cet accord est inacceptable. Il faut un accord progressif qui permette que tous les otages soient libérés. Depuis le début de la guerre, toutes les négociations pour un cessez-le-feu ont jusqu'à présent échoué. Seule une trêve d'une semaine avait pu être observée en novembre 2023. Et la Russie a lancé mercredi près de 120 missiles et drones contre le réseau énergétique ukrainien, ont déclaré les forces armées ukrainiennes. Reportage signé France 24. Les sirènes à Kiev retentissent quasiment toutes les nuits. La différence, c'est de savoir si c'est uniquement une attaque de drone. Et là, on a plutôt confiance à Kiev que les systèmes de défense antiaériens sont capables d'abattre des drones ou au moins de les empêcher de faire des dégâts importants, même si parfois des fragments de drones font quelques dégâts, ou bien des roquettes. Hier, pendant la nuit ou au petit matin aujourd'hui plutôt, c'était des roquettes et là, ils ne sont pas capables de savoir où est-ce que ces roquettes vont voler. Alors dès que les avions de chasse lancent ces roquettes, il y a l'alerte sur tout le pays. Il s'est avéré que la plupart, l'écrasante majorité en fait de ces roquettes, cette fois-ci, visaient l'ouest de l'Ukraine. Selon le président Volodymyr Zelensky, il y avait au moins une quarantaine de roquettes, y compris des roquettes hypersoniques de type Kinjal, qui visaient des infrastructures critiques, mais il a souligné que ce n'était pas cette fois-ci uniquement l'électricité qui était visée, mais aussi des installations gazières, notamment près de la ville de Stry qui se trouve dans la région de Lviv. Deux objets critiques dans cette région ont été touchés selon les autorités. On n'a pas encore le bilan complet de quels dégâts il y a eu ailleurs. Je n'ai pas non plus d'informations sur d'éventuelles victimes. Il y a eu des coupures de courant dans 6 régions de l'est de l'Ukraine en fait, alors que les frappes c'était à l'ouest. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais je pense que tout est lié. Mais certains de ces coupures commencent déjà à être annulées. Le courant revient petit à petit. Comparé à d'autres frappes massives qu'il y a eu de la part de la Russie ces derniers mois sur l'Ukraine, celles-ci n'étaient pas des plus grandes. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre une série intitulée Straight Back. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.